Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ce soir en compagnie de Gaëlle Riot, la directrice du Musée de la Vie Romantique, parce que nous sommes au Musée de la Vie Romantique. Sur scène dans 3, Ah, c'est... 1, maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis en compagnie pour notre live mensuel avec Paris Musée. Cette phrase ne voulait rien dire. Donc, je suis en compagnie de Gaëlle Riot, la directrice du Musée de la Vie Romantique, où nous sommes actuellement, qui est derrière nous, qui est une partie du Musée de la Vie Romantique, mais on va vous faire découvrir tout ça pendant cette heure ensemble. Je pense qu'on va commencer à se diriger vers la première partie du musée, parce qu'il fait froid à Paris aujourd'hui. Donc, on va commencer à aller du coup dans la première partie du musée, qui est en face de la maison principale, qui est donc l'ancien atelier du monsieur par qui tout a commencé. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue au Musée de la Vie Romantique. Nous sommes en effet dehors, entre les deux ateliers du peintre Ary Scheffer. Donc là, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle l'atelier salon. L'atelier salon, c'était un atelier où Ary Scheffer, donc le peintre qui habitait ici, recevait ses amis. Et parmi ses amis, il y avait des personnalités très connues à l'époque, donc très connues de la vie romantique, très caractéristiques de cette vie romantique, d'où le nom du musée. Et donc voilà, nous sommes ici dans cet atelier salon qui est un espace vraiment très particulier, très à part, puisque d'un point de vue architectural, il comprend toutes les caractéristiques architecturales d'un atelier. Donc nous voyons ici cette grande verrière exposée au nord, donc qui est vraiment le cas de tous les ateliers d'artistes, pour des questions de lumière et pour ne pas déranger leur création. Nous avons un poêle qui est d'époque, nous avons un piano qui n'est pas d'époque, voilà. Mais qui évoque justement l'importance de la musique dans la vie romantique, puisque Ary Scheffer avait des amis musiciens, et notamment Chopin, Liszt, qui sont venus jouer du piano ici. Donc pas sur ce piano, mais sur un piano, un autre piano. Et Chopin et Liszt, c'était des grandes stars de l'époque. Oui, tout à fait, qui était vraiment très connu. Chopin, qui était d'origine polonaise et qui est arrivé à Paris et qui va devenir vraiment très célèbre à Paris et qui préférera finalement, contre toute attente, jouer du piano dans des petits lieux, auprès d'auditoires plus intimistes. Et ici, finalement, c'était l'endroit le plus à propos pour lui, pour jouer devant un public d'intime, d'amis. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise aussi la vie romantique. Ce sont des amis, c'est cette fraternité des arts où les artistes se côtoient et créent ensemble. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu pour les gens qui nous regardent, qui ne doivent pas tous connaître, ce que c'est la vie romantique, à quelle époque ça se situe et quelles sont les caractéristiques principales de c'est un mouvement artistique Tout à fait. Qui englobe pas que l'art, pas que les beaux-arts, mais aussi la musique, exactement. Et l'écriture, la poésie, plein de choses. Oui, merci. Alors c'est vrai que le nom du musée, la vie romantique, c'est un nom très joli, très poétique, mais qui ne parle pas forcément toujours au public. Donc la vie romantique, ce n'est pas la vie quotidienne à l'époque romantique, c'est la vie esthétique, littéraire, artistique à l'époque romantique. Alors qu'est-ce que c'est cette époque romantique? En France, on dit que l'époque romantique, donc c'est lié au romantisme, aux années romantiques, et en France, c'est lié surtout à une période historique de 1830 à 1848, qui comprend, un petit rappel historique, la Restauration et la monarchie de Juillet. Donc la Restauration avec le retour des Bourbons au pouvoir, donc de 1815 à 1830, et la monarchie de Juillet avec le roi Louis-Philippe de 1830 à 1848. Voilà pour la caractéristique historique. Mais le romantisme, c'est un courant esthétique, artistique, et en effet, comme tu l'as dit, ce n'est pas seulement un courant pictural, comme d'autres courants artistiques peut-être plus connus, comme l'impressionnisme. Le romantisme, c'est vraiment pluridisciplinaire. On parle aussi bien de peinture romantique que de littérature romantique, que de musique romantique. Et c'est ces liens aussi, et cette vie romantique, le musée, tisse ces liens entre ces différentes formes artistiques, que sont la peinture, la littérature et la musique. Mais en fait, c'est ce que ce mouvement faisait, puisque généralement, ils étaient amis entre eux, donc les écrivains, les peintres, et souvent... les peintres s'inspiraient des écrits de leurs amis pour les mettre en forme. Tout à fait.
C'est exactement ça. C'est vrai que, et c'est intéressant quand on se plonge vraiment dans cette période, le théâtre aussi, je n'ai pas parlé du théâtre, mais le théâtre est vraiment au cœur aussi, quand on pense à Alexandre Dumas qui a créé des drames romantiques, eh bien le théâtre aussi fait partie vraiment du romantisme et va inspirer, les écrivains vont s'inspirer, les peintres pardon, vont s'inspirer du théâtre romantique pour le mettre en scène dans leur peinture, la musique aussi va être au service par exemple du théâtre romantique, donc c'est vraiment tous ces liens entre ces arts et c'est très intéressant de se plonger dedans parce qu'on voit vraiment que tout est lié et que ces artistes se fréquentaient aussi les uns les autres et pouvaient s'inspirer mutuellement. Et du coup, ça se fréquentait notamment dans ce type de lieu, parce que Ary Scheffer, ce n'était pas le seul qui avait un lieu comme ça où il recevait beaucoup de monde. Il y en avait plusieurs, il me semble. Oui, c'est vrai, on parle de salon. Alors, on ne parle pas forcément pour Ary Scheffer, donc le peintre qui vivait ici dans la maison et dans cet atelier. On ne parle pas du salon d'Ary Scheffer, mais c'est tout comme, parce que il recevait des peintres comme Eugène Delacroix, comme Delaroche, comme Géricault. Il recevait des musiciens, je l'ai dit, comme tout comme, parce que il recevait des peintres comme Eugène Delacroix, comme Delaroche, comme Géricault. Il recevait des musiciens, je l'ai dit, comme Chopin, Liszt. Et c'est vrai qu'on ne parle pas du salon d'Ary Scheffer, mais c'est une réunion d'artistes, parfois d'hommes politiques aussi, autour de lui. Et donc c'est un lieu d'échange, un lieu de réunion, un lieu aussi un peu informel de réunion d'amis, comme on ne parle plus des salons d'aujourd'hui, on parle plus de salons aujourd'hui, mais c'est comme des cercles d'amis d'une certaine manière. Et puis alors, Ary Scheffer, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un nom qui ne doit pas parler à beaucoup de monde aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu une grande référence, une grande star, puisqu'il me semble qu'il était le peintre du roi. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'Ary Scheffer, en effet, on ne le connaît plus trop aujourd'hui. C'est un peintre qui vient des Pays-Bas, donc d'où son nom. C'est un peintre d'origine néerlandaise et qui va venir à Paris et qui va, je dirais, créer un modèle de réussite d'un artiste étranger qui s'insère à Paris. On nous entend pas ? Ah, on va peut-être commencer à bouger alors, si on ne nous entend pas bien. Ça marche, ça roule ou pas? Est-ce que les gens nous entendent ou c'est vraiment compliqué? Le réseau ici? Bon, ben on va peut-être... pendant qu'on on va bouger vers la maison, on capte peut-être un petit peu mieux. Et tu vas continuer à raconter du coup la vie d'Ary Scheffer. Oui, tout à fait. L'ancien propriétaire, même pas propriétaire de ces lieux, locataire. Non, tout à fait. Ary Scheffer était locataire. En 1830, il loue la maison et c'est lui-même qui va faire construire les deux ateliers, l'atelier dans lequel nous étions et un autre atelier en face dans lequel il peignait. Donc la fameuse maison qui était donc louée à ce grand peintre de l'époque et dans laquelle se situe une partie du musée, la collection, avec cet atelier-là, la collection permanente du musée. Exactement, exactement. Donc parce que dans un musée, Gaëlle, on a la chance, c'est la directrice de ce musée-là, donc on peut lui poser plein de questions sur son métier. Tout à fait. Dans un musée, il y a des collections qui sont permanentes, qui peuvent changer quand même de temps en temps. Exactement, on en parlera. Oui, et des collections aussi temporaires, qui sont aussi, je suppose, c'est toi qui décides de mettre en valeur un artiste, comment ça se passe d'ailleurs? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on organise des expositions temporaires, donc avec des œuvres qui viennent d'autres musées, qui viennent aussi de notre musée, mais on emprunte des œuvres à d'autres musées. Donc ça, c'est vraiment le propre des expositions temporaires. On décide, c'est vrai que c'est plutôt moi qui choisis la programmation, mais après, c'est un travail aussi collectif qu'on propose à Paris Musée et qu'on travaille vraiment de manière collective. Ça peut être en effet une mise en valeur d'un artiste en particulier, mais ça peut être aussi des expositions thématiques comme j'en ai organisé récemment sur les tempêtes et les naufrages, donc comment la tempête météorologique va inspirer les artistes. Ça peut être aussi une exposition sur les héroïnes romantiques. Donc vraiment, la programmation des expositions peut être très riche, variée et peut vraiment se fonder sur nos collections, mais surtout s'enrichir par des œuvres venues d'ailleurs. Alors moi j'ai une petite question justement. Oui. Donc ça, on est quand même sur un musée qui est spécifique, sur une période spécifique. Oui. Tu es devenue directrice de ce musée. Est-ce que dans ta formation pour devenir, du coup, pour avoir ce métier-là, puisque tu es quand même un docteur en histoire de l'art, oui. est-ce que tu t'es spécialisée sur cette période-là?
Alors pas exactement, la spécialisation vient aussi en se formant et en ayant aussi d'autres postes. Avant d'être au Musée de la Vie romantique, j'étais au Petit Palais où j'étais responsable du cabinet des arts graphiques pour les collections des 18e et 19e siècles. Et c'est avec voilà, cette expérience autour du 19e siècle que je me suis vraiment formée au 19e siècle et plus précisément au romantisme. J'avais organisé au Petit Palais une exposition sur l'Allemagne romantique, sur les dessins de la collection de Weimar. Et donc c'était aussi un moyen pour mieux connaître le romantisme. Mais ce qu'il faut savoir quand on est conservateur ou directeur d'une institution, directrice en l'occurrence d'une institution, on n'est pas obligé d'être spécialiste de tout parce qu'on fait aussi appel à des experts, à des spécialistes parfois d'un sujet précis. Alors évidemment, maintenant que je suis au Musée de la Vie romantique, j'étais déjà spécialiste du 19e siècle. Là maintenant, évidemment, je suis plus spécialiste du romantisme, mais je ne suis pas spécialiste du romantisme depuis ma plus tendre enfance, quoi. C'est pas, voilà, c'est ça qu'il faut. La spécialisation, elle se construit aussi tout au long d'une carrière. D'accord. Et du coup, quand tu arrives au Musée de la Vie romantique, tu connaissais déjà Ary Scheffer, forcément. Bien sûr, bien sûr. Pas comme ceux qui sont moins experts sur ce peintre-là. Donc Ary Scheffer qu'on va aller rencontrer maintenant, puisque tu connaissais déjà Ary Scheffer, forcément. Bien sûr, bien sûr. Pas comme ceux qui sont moins experts sur ce peintre-là. Donc Ary Scheffer qu'on va aller rencontrer maintenant, puisque dans l'entrée du musée, dès l'entrée du musée, on va pouvoir découvrir le visage de ce peintre. Hop là. On nous entend quand elle n'est pas là. Qui est ici. Exactement. Voilà, donc Ary Scheffer qui nous accueille quand on arrive dans la maison. C'est l'hôte de la maison, du lieu. Quand on le voit comme ça, il a un profil un peu austère. Voilà. Mais c'est un artiste vraiment qui est très important à l'époque, qui est tombé dans l'oubli, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais qui était très important à l'époque parce que, donc, je vous ai dit, il vient des Pays-Bas, il arrive des Pays-Bas avec sa mère et ses deux frères, donc jeune adolescent, à la mort du père des enfants, donc à la mort du mari de sa mère, et sa mère décide de venir à Paris avec ses enfants pour leur proposer un meilleur destin qu'aux Pays-Bas. Et donc, Ary Scheffer, on va voir vraiment qu'il va faire sa formation d'artiste à l'école des Beaux-Arts auprès du peintre Guérin, qui est un grand peintre néoclassique de l'époque, et Ary Scheffer, progressivement, va s'insérer dans les milieux artistiques parisiens et il va faire sa place et il va être présenté par le peintre Gérard au futur roi Louis-Philippe, qui s'appelait à l'époque le duc d'Orléans, et il va devenir le maître de dessin des enfants du roi Louis-Philippe. Du futur roi Louis-Philippe. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les enfants des rois, les enfants de personnes aristocratiques avaient une formation en dessin, une formation, ça faisait partie de la formation des grands de ce monde. Donc Ary Scheffer va devenir le maître de dessin de 3 des enfants du duc d'Orléans et ainsi il va s'insérer dans la famille royale et va devenir finalement un peintre de commande. Il va avoir des commandes ensuite pour la galerie historique de Versailles, du château de Versailles. On associe aujourd'hui le château de Versailles à Louis XIV, mais c'est aussi un musée du 19e siècle. Et il y a des grands tableaux d'Ary Scheffer qu'on peut voir dans les galeries historiques de Versailles, par exemple. D'accord. Et là, s'il y a un petit tableau que j'aime bien quand je rentre dans ce musée à chaque fois. Donc c'est un tableau qui n'a pas été fait par Ary Scheffer, mais qui est un membre de sa famille, son cousin. Tout à fait, oui, exactement. Et si on reconnaît bien, eh bien c'est par là que nous sommes passés pour entrer dans le musée. Donc on peut voir que le lieu n'a pas beaucoup changé. Et je trouve ça assez amusant d'avoir c'est vrai, trace tout à fait picturale du lieu et de voir que finalement il a été extrêmement bien préservé. Complètement. C'est vrai que c'est assez touchant ce tableau, je suis d'accord avec toi. C'est un tableau qui représente donc la maison avec la fille du peintre, Cornelia Scheffer, qui est ici représentée avec son chien. Et on voit vraiment en effet la structure de la maison qui est identique. Alors évidemment, de nuit, vous n'avez pas vu la couleur des volets. Aujourd'hui, les volets sont de couleur verte. Voilà, du temps d'Ary Scheffer, ils étaient de couleur terre de sienne, marron, on va dire. Et donc voilà, à part ce changement de couleur, la maison est restée vraiment dans son état d'origine. Le jardin a un peu été modifié. On voit la présence d'un grand arbre qui est un cèdre, qui était au milieu de la cour actuelle. Voilà, mais autrement, c'est vraiment un témoignage assez émouvant parce que le site du musée de la Vie romantique
il est resté peut-être complètement dans son jus, je dirais, depuis les années 1830. La maison a été construite en 1830. Et Ary Scheffer est le premier locataire de la maison. Et il va faire construire les deux ateliers, donc l'atelier salon et l'atelier de peinture. Donc c'est un lieu vraiment qui est resté dans son état quasiment d'origine, qui a été ensuite bien sûr aménagé en musée, mais assez tardivement finalement par rapport à la création de la maison, puisque c'est seulement en 1983 que cette maison devient un musée. Donc il y a vraiment finalement 150 ans où la maison reste en fait dans les mains de la famille des différents descendants d'Ary Scheffer. Oui, parce qu'en fait il était locataire, mais c'est sa fille qui a racheté le lieu. Oui, tout à fait. Dans une idée de préserver le patrimoine de son père. Et en fait, il y a toujours eu cette idée-là chez tous les descendants. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi parce que cette famille-là a été aussi associée à George Sand par les... En fait, non. Elle était associée à Ernest Renan, mais George Sand est présente, on va en parler ensuite. George Sand, c'était une voisine, en fait, il faut le dire comme ça. Elle habitait pas très loin d'Ary Scheffer et elle était vraiment dans le cercle aussi de cette vie romantique. Donc, c'est aussi pour ça que nous avons eu des collections, mais j'en parlerai un peu plus. Justement, dans la pièce. Oui, voilà, exactement. Parce qu'en fait, on pense beaucoup qu'il y a un lien très spécifique de ce musée avec George Sand, alors qu'elle n'a pas vécu dedans. Non, c'est vrai Est-ce qu'on a des preuves qu'elle a déjà mis les pieds ici ou pas ? Alors, on n'a pas de preuve qu'elle a mis les pieds ici, ou peut-être une petite source, mais qui est assez... voilà, alors que George Sand a énormément écrit, elle a écrit d'ailleurs l'histoire de ma vie, donc, où elle raconte beaucoup ses relations avec... Il n'y a pas de traces de... Non. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, oui. Mais... voilà, George Sand était très proche d'Eugène Delacroix, était très proche de Chopin, puisqu'ils ont eu une relation amoureuse. Et Chopin venait jouer du piano chez Ary Scheffer. Donc, il y a quand même de fortes chances que George Sand soit venu ici. Et en tout cas, c'est une voisine, c'est-à-dire qu'elle a habité vraiment dans le quartier. Peut-être que je peux dire aussi que ce quartier, à l'époque, il s'appelait la Nouvelle Athènes. C'est un nom qu'on peut retrouver parfois dans certaines publications, dans certains livres. Il s'appelait la Nouvelle Athènes parce que c'était un quartier dont les bâtiments, les hôtels particuliers, étaient construits dans le style néoclassique, donc dans le style classique de la Grèce ancienne, d'une certaine manière, et aussi parce qu'à l'époque, il y avait l'indépendance des Grecs. Alors, voilà, c'est un peu l'histoire politique, mais les Grecs voulaient prendre leur indépendance contre les Turcs, et justement, les romantiques, ce sont des politiques. Ce sont des hommes et des femmes qui sont très empreints d'idées politiques et qui prennent cause, qui vont défendre certaines causes. Et la cause grecque, c'est une cause qu'ils vont défendre. Ils vont défendre les Grecs contre les Turcs, défendre l'indépendance grecque. D'où le nom de la Nouvelle Athènes. Exactement. Et donc, la Nouvelle Athènes était vraiment peuplée d'artistes. Énormément d'artistes ont vécu dans ce quartier. C'est ça qui est intéressant aussi quand on vient au musée de la vie romantique. Finalement, c'est un témoin architectural et un témoin culturel d'un quartier qui n'a d'ailleurs pas disparu, mais qui évidemment, qui voilà, maintenant, et qui est dans un plus large quartier qui est le 9e arrondissement. Mais la Nouvelle Athènes, elle était une partie du 9e arrondissement. Et il y avait des peintres, Géricault, Delacroix ont eu leur atelier à quelques pas. Chopin a habité avec George Sand, square d'Orléans, à 2 pas d'ici. Donc c'est vraiment, il faut imaginer à l'époque que c'était le lieu où il fallait être, parce que c'était un nouveau quartier. En fait, le musée, la maison, quand elle a été construite, c'était en 1830, quelques années après la construction du quartier. La rue Chaptal, la rue dans laquelle est le musée aujourd'hui, c'est une rue qui est percée en 1824. Donc avant, elle n'existait pas. Il y avait des champs, on était en bas de Montmartre, et c'était des champs. Et donc c'était vraiment un quartier qui va se développer dans ces années-là, dans les années 1820-1830, où beaucoup d'artistes vont vouloir venir s'installer. D'accord. Alors du coup, si George Sand n'a pas vécu ici... Ah, nous avons une question. Ah oui, il faut parler un peu. Oui. Je demande donc qui était Ary Scheffer. Je lui ai répondu un artiste romantique. Il m'a dit c'est-à-dire romantique. Oui, on va refaire un petit point parce que bien sûr, se connecte plus tard. Tout à fait. Alors romantique, le romantisme, c'est un courant artistique qui se développe après, je dirais, après l'Empire, donc après Napoléon, donc qui se développe des années 1815 à 1848. Donc en fait, de manière plus large, on peut dire que c'est un courant artistique de la première moitié du 19e siècle et qui comprend différentes formes artistiques que sont la littérature, les beaux-arts, la peinture, bien sûr, et la musique. Donc c'est vraiment un courant artistique pluridisciplinaire et souvent à l'école on découvre le romantisme par le biais de la littérature, oui, avec des auteurs comme Chateaubriand, Victor Hugo,
Lamartine, bien sûr, Alfred de Vigny peut-être, Alfred de Musset aussi pour le théâtre, et la peinture, Ary Scheffer est ami avec d'autres peintres peut-être plus connus aujourd'hui parmi les romantiques, que sont Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Paul Delaroche peut-être un peu moins connu, mais en tout cas Delacroix, Géricault sont les grands noms des peintres romantiques et qui étaient des amis d'Ary Scheffer. Donc Ary Scheffer, on l'a oublié aujourd'hui, mais il était vraiment au cœur de cette vie romantique et au cœur du romantisme. Et c'était celui-là, c'était The Place to Be à l'époque. Exactement. Voilà. Et alors du coup, il y a une autre question. Les scènes de théâtre, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des scènes de théâtre romantiques? J'imagine que c'est ça. Des pièces de théâtre? Ouais, des pièces de théâtre. Oui, il y en a. Bien sûr, oui. Alfred de Musset. Alfred de Musset, tout le théâtre de Musset, c'est le théâtre romantique. Alexandre Dumas aussi. Le romantique, c'est le drame, Exactement. le drame. Le drame. S'il y a quelqu'un qui meurt à la fin, c'est super. Oui, Après, exactement. s'il C'est y a ça. beaucoup de souffrance qui mène Oui. à la mort, mais qu'il y a de l'amour dedans, alors là, c'est Oui, encore exactement. mieux. Et c'est la trahison familiale en plus qui se met au milieu. Et ça, on en verra en haut, puisque c'est comme ce mouvement, comme vient de le dire Gaël, il est pluridisciplinaire, mais ils étaient tous copains, donc les peintres peignaient les scènes marquantes d'un livre qu'avait écrit un de leurs amis, et inversement. Enfin, c'est un mouvement, on ne peut pas juste regarder un tableau, il y a toujours peut-être une histoire derrière à tirer, à découvrir en plus pour aller plus loin. Du coup, on est dans une pièce où il y a beaucoup d'objets de George Sand. Alors ma question c'est, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec là, du coup, la main de George Sand? Oui. Alors, c'est quand même pas la vraie main, hein, c'est un moulage en plâtre. Non, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu musée d'histoire naturelle, mais musée de la vie romantique, ça aurait pu être la vraie main. Donc un moulage. Alors c'est vrai que c'est un type de. Alors déjà peut-être pourquoi George Sand. Pourquoi George Sand ici? Parce que George Sand, alors déjà c'est une écrivaine qui a écrit plus de 60 romans, nouvelles, pièces de théâtre. Elle a aussi écrit beaucoup d'articles dans des journaux, dans des revues spécialisées. Donc on dirait femme de lettres, mais je préfère le terme écrivaine parce que c'est vraiment une femme qui vivait de sa plume, qui vivait de son métier. Donc ça c'est quand même pas si commun à l'époque. Et d'ailleurs elle s'appelait au départ son nom de naissance c'est Aurore Sand. Aurore Dupin, et elle prend le nom de George Sand, donc elle prend un nom masculin pour pouvoir vivre et être publiée et être payée pour son écriture. Donc ça, c'est un acte fort. Et pourquoi George Sand au musée de la vie romantique? En fait, George Sand, donc, je vous le disais tout à l'heure, elle est une voisine d'Ary Scheffer, et sa petite fille, donc Aurore Lotte Sand, a légué à la ville de Paris en 1923 à peu près 150 objets appartenant à sa grand-mère, donc George Sand, pour garder un témoignage, pour que la ville de Paris puisse conserver ce patrimoine et puisse l'exposer. Donc c'est pour ça que nous avons ces objets au musée de la vie romantique, parce que George Sand fait partie de cette vie romantique. C'est une romantique, elle fréquente Chopin, Delacroix, Scheffer probablement, donc elle est vraiment inscrite dans cette sociabilité romantique. Et du coup, on a plein d'objets qui lui appartenaient, dont quelques-uns qui sont assez amusants, qui sont ici, parce qu'il y a eu du coup 150 objets qui ont été légués, et je suppose que ça a été le rôle du directeur ou de la directrice de l'époque de choisir lesquels sont exposés ici. Et toi aujourd'hui aussi, si tu veux en changer quelques-uns, tu peux le faire. Bien sûr. Comment ça se décide, comment ça se passe, ce choix, justement, ce renoncement pour d'autres objets, mais ce choix? Alors, bien sûr, c'est tout à fait le propre de mon métier de conservatrice, de choisir ce qu'on expose ou de choisir ce qu'on n'expose pas. Parfois, on a aussi quand quelqu'un lègue quelque chose, parfois il y a des conditions à ce legs. Donc, on lègue en ayant la condition que ça soit exposé. Donc là, bien sûr, en tant que conservatrice, on est obligé de respecter ces conditions. Mais autrement, quand il n'y a pas de conditions, bien sûr, on est libre d'exposer ou pas. Alors, le but, évidemment, c'est d'exposer le plus possible, mais il faut que ça ait un sens avec le propos qu'on tient. Donc là, c'est vrai que tous ces objets, c'est finalement le George Sand intime. Ce n'est pas son œuvre littéraire, ce sont des petits objets qui lui ont appartenu ou qui ont appartenu à sa famille. Et notamment, nous avons ces bijoux de cheveux. Alors, nous avons ce médaillon avec une mèche de cheveux et nous avons ces bijoux faits en cheveux. Alors, peut-être que vous connaissez les médaillons avec des cheveux, ça se pratique peut-être encore aujourd'hui quand on a un enfant et qu'on veut lui couper sa petite mèche de naissance quand il grandit. Mais les bijoux de cheveux, c'est assez particulier, on ne connaît plus vraiment ça aujourd'hui.
Et alors, du coup, tu me disais le bijou de cheveux, est-ce que c'était fait dans un cadre amoureux ou c'était un moyen de garder la personne près de soi? Oui, C'est ça, hein? tous ces petits objets, en fait, que ce soit la mèche de cheveux dans un médaillon, le bijou en cheveux qui est encore une étape supplémentaire, c'est vraiment souvent, voilà, le but, c'est pas simplement de faire un bijou, c'est un bijou qui est lié à un sentiment. Ce sont des bijoux, voilà, qu'on peut qualifier de bijoux sentimentaux, et on veut garder en fait une trace de la personne aimée, de la personne, et que ça soit d'ailleurs son amoureux ou son amoureuse ou son enfant. C'est pas forcément l'amour au sens de l'amour amoureux, mais ça peut être l'amour filial. Ouais. Voilà. Et ça, ce sont des objets qui sont très à la mode à l'époque. Alors ça paraît un peu curieux aujourd'hui parce que c'est plus du tout, on n'imagine plus, c'est quand même un matériau organique qui fait partie du corps humain, mais c'était voilà, tout à fait dans l'esprit du 19e siècle. Donc là, on a des bijoux lui appartenant ici. Oui. Et là, c'est pareil. Comment est-ce qu'on choisit un bijou plus qu'un autre, par exemple? Je ne sais pas si tu as... Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que exemple? dans le choix, par exemple, d'un bijou, par exemple, ce bijou-là, le bijou, c'est un camé. On voit ici, celui-ci, 64. ça c'est un bijou que l'on voit par exemple sur le portrait de George Sand dans l'autre salle. Donc il a un lien bien sûr avec la représentation de George Sand. On choisit les bijoux pour leur qualité esthétique, pour le discours aussi qu'on peut avoir dessus. C'est vrai que pour notre public, exposer des objets sur lesquels on ne peut rien dire, c'est quand même un peu compliqué. Donc on essaye d'exposer des objets qui vont représenter quelque chose, sur lesquels on peut dire quelque chose, soit le fait qu'ils aient appartenu à quelqu'un, soit le fait qu'ils représentent un sentiment, par exemple. Voilà, c'est comme ça que se décident un peu les choses. Et puis parfois aussi par le matériau de l'objet, si c'est un matériau rare. Vous voyez, on essaye d'avoir... Exactement, exactement. Une petite question, quelqu'un demande, ça n'a pas de rapport avec le bijou, mais qu'est-ce qui caractérise le romantisme en peinture? Alors oui, c'est une très bonne question. Le romantisme en peinture, alors il y a le sujet représenté, c'est-à-dire la scène. Alors, souvent, ce sont la représentation, par exemple, du sentiment. Les peintres romantiques vont vraiment mettre au cœur de leurs inspirations le sentiment, les émotions. C'est-à-dire qu'ils peuvent représenter des scènes historiques, mais ça va être du point de vue du personnage. Ça ne sera pas la scène historique pour elle-même, mais ça sera, par exemple, le roi ou le cavalier, le chevalier, qui est en proie à un doute ou en proie à un sentiment particulier. Et c'est ça que va montrer le peintre. Alors, donc ça, c'est le sujet représenté. Après, comment matériellement, quel type de peinture eh bien, souvent, il y a des clairs-obscurs, par exemple. Souvent, c'est une peinture quand même plutôt sombre, avec des empâtements, c'est-à-dire avec plusieurs couches. Ce n'est pas une peinture lisse, comme on peut avoir peut-être à la fin du 19e siècle. C'est une peinture assez chargée et souvent une lumière très sombre. Par exemple, les romantiques vont préférer les clairs de lune au soleil se reflétant dans un plan d'eau, par exemple. Parce qu'ils sont beaucoup dans le drame. Exactement. C'est vrai que le drame est au cœur. Les romantiques vont préférer les clairs de lune au soleil se reflétant dans un plan d'eau, par exemple. Parce qu'ils sont beaucoup dans le drame. Exactement. C'est vrai que le drame est au cœur de toutes ces représentations. Et souvent, les romantiques vont s'inspirer de la littérature, on en parlera un peu plus loin, mais vont prendre dans une scène de roman ou dans une scène de pièce de théâtre ces représentations. Et souvent, les romantiques vont s'inspirer de la littérature, on en parlera un peu plus loin, mais vont prendre dans une scène de roman ou dans une scène de pièce de théâtre, ils vont représenter une scène qu'on peut vraiment, on pourrait presque romantiques vont s'inspirer de la littérature, on en parlera un peu plus loin, mais vont prendre dans une scène de roman ou dans une scène de pièce de théâtre, ils vont représenter une scène qu'on peut vraiment, on pourrait presque lire la scène en regardant le tableau. Donc voilà un peu comment on peut, quelques éléments pour caractériser une peinture romantique. D'autres questions. Quel est le rapport avec l'amour, donc le romantisme dans tout ça? Oui, c'est aussi une bonne question parce que c'est vrai que beaucoup de gens viennent ici en pensant que c'est le musée de l'amour. Alors, c'est peut-être un petit... Quel est le rapport avec l'amour, donc le romantisme dans tout ça? Oui, c'est aussi une bonne question parce que c'est vrai que beaucoup de gens viennent ici en pensant que c'est le musée de l'amour. Alors, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais ils n'ont pas tort parce que pourquoi l'amour? Pourquoi aujourd'hui on dit qu'un lieu est romantique? Parce que ça nous fait penser à l'amour, au sentiment. En fait, les romantiques, ce sont les premiers quand même dans l'histoire de l'art. Se déplacer un tout petit peu. Oui.
Les romantiques, ce sont les premiers dans l'histoire de l'art à mettre au centre de leurs inspirations les sentiments, les émotions. Les romantiques, ils vont représenter l'amour. Mais donc là, on n'est pas très éloigné, en effet, de ce que les gens pensent, que le romantisme, c'est l'amour. Mais c'est pas, quand on parle par exemple dans le cinéma de comédie romantique, il y a en général une fin heureuse, un happy end. Dans le romantisme, c'est pas ça. Les sentiments sont contrariés. L'amour, en fait, c'est l'émotion extrême. Exactement. Poussée au... Voilà, exactement. Au plus loin qu'elle puisse être poussée. Tout à fait. Donc c'est un amour, mais contrarié, voire impossible. Il faut penser à Roméo et Juliette. Roméo et Juliette sont évidemment des héros et héroïnes de Shakespeare, donc bien avant l'époque romantique, mais que les romantiques ont adoré représenter parce que c'est les amants impossibles. L'amour, la mort va dépasser l'amour d'une certaine manière. Du coup, qui provoquent des émotions extrêmement fortes qui sont intéressantes à représenter. Exactement. Et une dernière question. Oui. Quel type d'études pour devenir conservatrice de musée? Oui, alors il y a... On peut aller là, bien sûr. La lumière sera encore mieux. Alors, les études. Alors, les études. Alors, déjà, il n'y a pas un type d'études sûr qu'il faut faire pour devenir conservateur ou conservatrice. On peut faire plusieurs types d'études. Moi, pour ma part, j'ai fait une classe préparatoire littéraire. Ensuite, j'ai fait la fac d'histoire. Donc, j'ai eu un master en histoire. Et en parallèle, j'ai fait l'école du Louvre. Donc, c'est vrai que l'école du Louvre, c'est une école quand même qui forme les conservateurs. On n'est pas obligé de faire l'école du Louvre pour devenir conservateur, mais c'est vrai que c'est une bonne forme d'étude pour apprendre. Pourquoi? Parce que l'école du Louvre, c'est une école du regard. On apprend en fait à regarder les œuvres d'art, on apprend à les observer, et que ce soit des œuvres d'art du Moyen-Âge occidental ou des œuvres d'art du Japon médiéval. On a vraiment une culture très large de l'histoire de l'art dans le monde entier et à toutes les périodes. Après, évidemment, on se spécialise. On ne peut pas être spécialiste de tout. Moi, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Âge ou du Japon. Je suis plutôt spécialiste du 19e siècle européen. Mais en tout cas, voilà, l'école du Louvre, c'est une bonne école où, pour apprendre à être conservateur, ça peut être aussi faire une université en histoire de l'art. Après, quand on est conservateur, moi, je suis conservateur de musée, plutôt de beaux-arts. Après, il y a des conservateurs aussi, par exemple, dans des musées d'histoire naturelle. Et là, il faut plutôt avoir un profil scientifique que moi, par exemple, je n'ai pas. Donc, vous voyez, en fait, c'est vrai que le métier de conservateur semble comme ça plutôt monolithique d'un seul bloc, mais en fait, il y a vraiment différentes spécialités. On peut être conservateur d'un musée de la mode ou tout à fait, vêtements, exactement. Mais c'est vrai que voilà, exactement. Après, voilà. Donc moi, en tout cas, histoire de l'art, muséologie, et puis pour devenir conservateur, une fois qu'on a un socle d'études, il faut passer un concours. Parce qu'en France, devenir conservateur à d'autres pays où il y a beaucoup de musées privés, par exemple, comme aux États-Unis. En France, les musées sont quand même principalement publics. Il y a quelques fondations privées, mais les musées sont principalement publics. Et pour travailler dans les musées et être conservateur, il faut passer le concours de conservateur du patrimoine, qui est un concours de la fonction publique. Et si on le réussit, on suit une école, donc une formation d'application de la fonction publique. On suit l'Institut national du patrimoine. C'est une formation de 18 mois où on est conservateur stagiaire, donc rémunéré par l'État, pour apprendre le métier de conservateur. Et ensuite, on a son premier poste. À l'issue de ces 18 mois, on peut avoir son premier poste de conservateur. Mais on n'est pas obligé d'être conservateur pour travailler dans un musée. Il y a plein de métiers, de gens qu'on ne voit pas, qui sont pas ceux que les visiteurs voient particulièrement. Il y a des métiers techniques de ceux qui gèrent les œuvres, de les déplacer. Donc ça, ce sont des régisseurs. Exactement, oui, tout à fait. Il y a les gens qui vont réparer les œuvres. Ça coûte trop? Comment? Ah mince. Mais comment ça se fait? Attends. Le 5G à fond. Vous nous entendez ou pas? Est-ce que d'accord, mais là vous nous voyez où? Sinon, dans l'entrée, est-ce qu'on captait bien? Oui, ça va. Ici, ça allait. C'est des coins. On peut revenir. Ici, ça allait? Mais on va rester ici alors, si ça allait ici. On est désolé, hein, parce que pourtant on est
le réseau est bon, mais apparaît bon, mais apparemment ça ne marche pas très bien pour vous. On est navré. L'important, c'est que vous nous entendiez aussi. Du coup, on disait qu'il y avait plusieurs métiers différents. Donc, les régisseurs, ceux qui réparent les musées, du coup. Les musées. Les œuvres. Les œuvres. Alors, ça peut être aussi le musée, mais c'est encore autre chose. Donc, qui vont être spécialisés aussi dans les tableaux, dans le dessin, dans la sculpture, Tout à fait. dans les bijoux aussi. Il y a plein de musées. Il y a aussi la personne qui tient l'appareil, notre appareil pour filmer. Aujourd'hui, travaille à la communication à Paris Musée. Donc, on peut travailler dans la communication dans le milieu de la culture par ce biais-là aussi. Il y a des community managers aussi. Il y a des gens qui sont chargés des publics, donc qui sont chargés de réfléchir à la médiation que le musée va proposer. Il y a une foule incroyable de métiers absolument incroyable, très large. Donc, même si vous êtes vraiment plutôt technique, si vous préférez la chimie, mais la chimie, quand on restaure des œuvres d'art, on est obligé d'avoir des connaissances là-dedans. Donc, il y a une palette de métiers possibles. Si vous êtes touché par l'art, vous avez envie d'être dans ce milieu-là, il y a plein de solutions possibles, même si l'histoire de l'art spécifique vous fait un peu peur ou c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Mais voilà, s'il y a une forme de sensibilité pour ces lieux-là, il y a plein de moyens d'y arriver. Une autre question. L'État financement, les musées, quelles sont vos sources de financement, entre parenthèses, partenariat, entreprise, spontané? Oui, alors donc, le musée de la vie romantique est un musée qui dépend d'un réseau, d'un établissement public qui s'appelle Paris Musée. Et Paris Musée est un réseau donc, de la ville de Paris. Donc, il est financé principalement par la ville de Paris. Mais bien sûr, comme tous les musées aujourd'hui, la plupart des musées aujourd'hui, nous tendons vers un autofinancement partiel. Et c'est vrai que Paris Musée tend vers un autofinancement autour de 40%. En tout cas, c'est l'objectif de 2024, donc ce qui est quand même important. Donc, le musée de la vie romantique est compris dans ce réseau. Donc, la subvention principale est une subvention publique, donc de la ville de Paris, mais nous avons aussi, bien sûr, nous travaillons, et il y a des personnes qui sont dédiées à ça, pour chercher et trouver du mécénat, on privatise aussi les musées, c'est-à-dire qu'en dehors des heures d'ouverture au public, eh bien, nous pouvons louer le musée pour des séminaires, pour des soirées, évidemment dans le respect du patrimoine. Voilà, donc il y a des sources extérieures, privées, qui peuvent compléter la subvention pour faire vivre les musées. Ici, on capte très bien. On capte très bien. D'accord. Bon. Comment ? Il y a écrit 5G pareil, c'est le même nombre de... Non, voilà. Mais écoutez, ce soir, le réseau Internet a décidé d'être capricieux, mais on va trouver plein de solutions. On en a plein sous le coude. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou pas, Lauriane ? Pas pour le moment. Est-ce qu'on tente de bouger vers le haut ou pas ? Oui. On tente et puis au pire, on redescend ici. Vous nous tenez au courant dans les commentaires si ça coupe trop. On redescendra et on se remettra ici. Donc là, on monte... comment ? D'accord. Donc là, on monte au deuxième étage. Alors, il faut savoir, il me semble, si je ne me trompe pas, on ne sait pas du tout comment étaient agencées les pièces. On ne sait pas où était la cuisine, on ne sait pas où étaient les chambres, les salons. Oui, ici, on n'a pas trop de traces ou on en a quelques-unes, mais c'est vrai que l'histoire de l'ameublement, du décor à l'époque d'Ary Scheffer est peu connue. On sait simplement que la salle où on était, la salle dédiée à George Sand où on était tout à l'heure, c'était la salle à manger et qu'une autre pièce à l'étage était la chambre d'Ary Scheffer. D'accord. Voilà, c'est les simples indications. Après, on se doute bien, ça semble logique qu'au premier niveau, c'est les pièces de réception, de vie, et à l'étage, les chambres. Voilà. Mais autrement, c'est vrai que le décor nous n'avons pas de traces du décor de l'époque. Alors ici, nous sommes dans une pièce qui est très chouette puisqu'elle parle d'un grand personnage de cette période-là, d'une femme qui existait, qui n'est pas un personnage de littérature, qui était un peu la grande star de l'époque. Alors on essaie de trouver des comparaisons avec des artistes, nos artistes un peu contemporains. Donc on avait pensé Juliette Armanet pour tout ce qui touche à français. Piano, et après, à l'international, on pensait un peu à Taylor Swift puisque c'était une artiste... qui écrivait ses chansons, qui jouait du piano, c'est ça ? Exactement. Qui était cantatrice. Oui, voilà. Donc Pauline Viardot. Qui est ici. Et qui a une petite histoire tragique aussi, dans le romantisme, ça passe bien. Oui. Liée à la jeune femme qui est représentée dans le tableau à côté. Oui, donc en fait, ce sont deux sœurs. Donc vous avez ici Pauline Viardot et ici
la Malibran, qui était la sœur aînée de Pauline Viardot. Et la Malibran était une cantatrice également. Et là, on la voit d'ailleurs interpréter le rôle de Desdémone dans un opéra de Rossini. Et elle va mourir très jeune, des suites d'une chute de cheval, et elle était vraiment très exposée sur scène, et c'est sa sœur, Pauline Viardot, qui va prendre sa suite. Il faut savoir que leur père était un chanteur lyrique également, donc elles étaient à bonne école, on va dire. Et Pauline Viardot, que vous voyez ici, alors elle a un style un peu austère également, mais c'est une jeune femme, elle est représentée ici à l'âge de 19 ans. Elle est peinte par Ary Scheffer, donc le peintre qui vivait dans cette maison. Pourquoi Ary Scheffer l'a peint? Parce qu'ils sont amis, et Pauline Viardot va donner des cours de piano à la fille d'Ary Scheffer. Donc c'est vraiment une personnalité aussi de cette vie romantique, comme on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment une familière des lieux, puisqu'elle venait régulièrement ici donner des cours de piano à la fille d'Ary Scheffer. C'est une grande amie aussi de George Sand. On parlait de George Sand tout à l'heure, la grande écrivaine. Pauline Viardot allait chez George Sand à Paris, mais aussi à Nohant, où vivait George Sand quand elle n'était pas à Paris. Donc Nohant, c'est dans le Berry, dans le centre de la France. Et Pauline Viardot pouvait chanter pendant que Chopin jouait du piano. Voilà, c'était toute une petite sociabilité comme ça, de personnalités très connues à l'époque. Sympathique. Exactement, Parce exactement. que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'en plus, ils étaient très jeunes. C'est-à-dire qu'ils avaient les âges que certains d'entre vous ont aujourd'hui, donc une vingtaine d'années. Oui. Une vingtaine d'années. Donc ça, et ce que j'aime beaucoup avec ce tableau, c'est qu'elle a un regard assez particulier. Pauline Viardot. Oui. Et c'est là où on voit aussi le talent d'Ary Scheffer, c'est qu'il y a des photos d'elle juste là, et on retrouve justement ce regard si particulier. Je ne sais pas si on va bien voir sur la caméra. C'est vrai qu'elle a des yeux comme ça, un peu globuleux, ouais. elle est représentée aussi un peu comme Ingres représentait les visages des femmes, un autre peintre du 19e siècle. Et c'est vrai que c'est une beauté qui nous semble peut-être un peu singulière aujourd'hui, mais qui était très réputée à l'époque. Beaucoup d'artistes ont voulu peindre Pauline Viardot. C'était vraiment une star de la musique romantique. On l'a malheureusement complètement oubliée aujourd'hui, en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas forcément la musique du 19e siècle, mais elle se produisait sur toutes les scènes européennes, les grands théâtres. Elle est allée jusqu'à Saint-Pétersbourg pour se produire. Et elle, en plus, elle n'était pas seulement la muse, c'est-à-dire qu'elle n'interprétait pas seulement les chansons des autres, elle créait, comme tu l'as dit, sa propre musique. Et d'ailleurs, on voit ici un album qui réunit en fait différentes partitions qu'elle a composées elle-même. Petite question, pour être curateur d'exposition, peut-on passer par l'école du Louvre? Oui, tout à fait. Oui, curateur d'exposition, c'est vrai que c'est la traduction française du terme curator en anglais, donc qui veut dire en effet commissaire d'exposition. Donc aujourd'hui, les conservateurs peuvent être commissaires d'exposition et c'est vrai que l'école du Louvre est une bonne formation pour cela. Et ensuite, est-ce qu'il y a une Bible d'époque à montrer aux spectateurs? Non, je suis désolée. D'accord. Je l'ai demandé plusieurs fois, donc on s'est dit peut-être. Non, mais non. Alors, Ary Scheffer était protestant, comme beaucoup de Néerlandais, puisqu'il est d'origine hollandaise, je l'ai dit au début. Il était protestant, la religion avait une importance pour lui. Donc, il avait sûrement une Bible chez lui, mais nous n'en avons pas dans notre collection. Voilà. Mais c'est une question intéressante. Et en tout cas, c'est vrai que dans la peinture d'Ary Scheffer, la place de la religion, de la représentation de scènes religieuses a pris une importance, surtout peut-être à la fin de sa carrière. Comme pour beaucoup de peintres. Oui, tout à fait. On va se diriger vers la dernière salle. Et là, c'est pareil, il faut nous dire si vous captez bien ou pas, parce qu'on va être au-dessus du salon en bas. Donc peut-être que c'est... Voilà. Ah, juste là, on va la montrer, parce que c'était la femme la plus belle, une des femmes les plus belles du monde de l'époque, c'est ça? La plus brésilienne, très connue, donc qui était la princesse... La princesse de Joinville, voilà. Et qui était en fait la belle-fille du duc d'Orléans, donc du roi Louis-Philippe. Le roi Louis-Philippe qui était le roi des Français pendant la période qu'on appelle la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1848. Donc c'est sa belle-fille. Elle est mariée avec un des fils du roi d'Orléans. Et elle était considérée comme étant une des femmes les plus belles. Oui, tout à fait. Alors continuons dans cette salle que j'aime beaucoup, parce qu'elle représente plusieurs scènes de livres ou de pièces de théâtre aussi, il me semble, romantiques. Donc on n'est pas sur une bonne ambiance, généralement. Mais les histoires qui sont derrière sont assez tragiques, mais assez amusantes à raconter. Oui.
C'est vrai, oui, c'est vrai que les romantiques aiment raconter des histoires. Ça, c'est vraiment peut-être un point commun de tous ces artistes-là. Ils ont le sens du récit, et le récit qui est aussi présent dans la littérature ou dans le théâtre. Et donc, ils ont une mise en scène vraiment très théâtrale, et ça se ressent aussi dans la peinture. Et c'est ça qui est intéressant. Puis même, il y a des peintres romantiques qui ont fait des décors de théâtre ou des dessins de costumes. Il me semble Oui. que Louis Boulanger faisait... Oui, tout à fait, tout à fait. dessiner les, Oui, c'est décors vraiment de théâtre. un courant artistique multidisciplinaire Ça qui est assez- qui vraiment associe, et non seulement il est pluridisciplinaire, il associe des peintres, des écrivains, mais souvent les artistes eux-mêmes sont eux-mêmes pluridisciplinaires. C'est-à-dire par exemple, même George Sand, elle est vraiment connue pour son écriture, pour ses romans, mais elle a aussi dessiné, elle a appris le dessin avec Delacroix, notamment, elle était entourée d'artistes. Donc chacun des artistes, finalement, peut aussi s'essayer à d'autres formes artistiques. C'est ça qui est assez intéressant et assez amusant, en fait, de découvrir. Il y a la forme artistique principale, parfois, d'un artiste, mais ils peuvent s'adonner pour leur plaisir, dans leur temps libre, à d'autres formes artistiques. Oui, parce que Georges Sand peignait aussi. Et Exactement. tu me disais qu'il y avait des œuvres qu'elle a fait qui sont à Rome en ce moment. Exactement, qu'on a prêté à la Villa Médicis à Rome, tout à fait. Oui, parce que le musée peut prêter des œuvres à d'autres musées. Oui, en fait, le musée, parfois, peut-être dans l'imaginaire des gens, un musée est un lieu un peu figé. En fait, c'est pas du tout ça. Bien sûr, il y a des œuvres qui restent la plupart du temps au mur, mais le musée, c'est un lieu de vie, il peut bouger, c'est-à-dire les œuvres, on peut les prêter, on peut aussi décider de modifier l'accrochage pour valoriser un tableau plutôt qu'un autre. Le musée de la vie romantique, ce n'est pas un grand musée, donc l'espace d'accrochage n'est pas énorme, donc toutes nos collections ne sont pas forcément montrées. On a aussi une part de nos collections qui sont en réserve, et donc moi j'aime bien aussi varier notre accrochage pour aussi proposer au public qui vient régulièrement de nouvelles propositions, de nouveaux regards, et aussi on peut prêter en effet nos œuvres en France, à l'étranger, dans des expositions temporaires. Oui, parce qu'on peut venir régulièrement au musée de la vie romantique puisque c'est gratuit. Exactement, tous les musées de la ville de Paris sont gratuits pour les collections permanentes. Et c'est assez charmant. Si vous avez un petit date à faire au mois de février, le musée de la vie romantique s'y prête plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait parler de ce tableau et notamment de l'histoire qu'il y a derrière? Oui. Parce qu'un peintre, c'est comme un conservateur, il fait un renoncement et un choix sur quelle scène il faut représenter plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait parler de ce tableau et notamment de l'histoire qu'il y a derrière? Oui. Parce qu'un peintre, c'est comme un conservateur, il fait un renoncement et un choix sur quelle scène il faut représenter pour être au max du drame. Et là, ce que je trouve qu'il est assez représentatif, ce tableau, vraiment du moment où ça bascule vers le dramatique. Oui, alors ce tableau, c'est un tableau de Delorme, qui est un peintre d'histoire du 19e siècle, et il représente les amours malheureux, je vais vous le dire pourquoi, de Paolo et Francesca. Alors Paolo et Francesca, ce sont les deux amants qui vont s'embrasser, qui sont sur le point de s'embrasser. Donc on voit Francesca qui est vêtue d'une très jolie robe, sa peau est presque comme de la porcelaine. On voit la scène qui est éclairée par une lampe à huile, donc c'est aussi une forme de mise en scène théâtrale. Et dans l'ombre, à gauche, on voit Giacotto. Giacotto, c'est ce personnage qui a un poignard dans la main et qui a son autre main est presque crochue, enfin une main un peu monstrueuse. Et en fait, Giacotto, c'est le mari de Francesca et aussi le frère de Paolo. Donc, vous voyez, ça aurait été trop simple. C'est ça. Donc, c'est une histoire un peu voilà, d'adultère, bien sûr, presque incestueuse. Donc, il y a quand même un côté comme ça assez dramatique. Et en fait, donc c'est un adultère. Ils sont sur le point de s'embrasser et le mari, jaloux, va découvrir cela et va les poignarder. Donc, c'est évidemment tragique. Donc, leur amour, c'est une histoire qui est racontée par un grand poète italien, Dante. C'est tiré de... La Divine Comédie, la Divine Comédie de Dante au XIIIe siècle. Et donc ces amours sont contraints, bien sûr, ils vont être tués, mais l'histoire raconte que leurs âmes vont être condamnées. Divine Comédie, la Divine Comédie de Dante au XIIIe siècle. Et donc ces amours sont contraints, bien sûr, ils vont être tués, mais l'histoire raconte que leurs âmes vont être condamnées. Parfait. Ça bug? On redescend? Est-ce que vous nous entendez ou pas? Non, on va peut-être redescendre du coup. C'est bon? Ah. On est désolé parce que normalement ça capte très bien ici. Ce soir, voilà, Internet n'a pas voulu fonctionner correctement. J'espère que vous nous avez quand même bien entendu. C'est bon? Super. Donc, est-ce que vous avez des questions ou pas? Ça n'a pas voulu fonctionner correctement. J'espère que vous nous avez quand même bien entendu. C'est bon? Super. Donc, est-ce que vous avez des questions ou pas?
agité et en même temps on a peur parce qu'on pense au danger que ça peut procurer. Donc j'aime bien voilà, tous ces textes qui parlent de cet environnement, de cette nature. George Sand aussi en parle beaucoup dans ses romans. Et ce que j'aime aussi, c'est par exemple l'histoire de ma vie de George Sand. Alors c'est un livre un peu important, mais c'est une source très précieuse pour comprendre le 19e siècle parce qu'elle raconte ses amis peintres, ses amis écrivains. Finalement, c'est une plongée en fait dans ce monde-là, dans ce monde romantique, à travers des anecdotes, à travers des réunions, des soirées, des salons qu'elle fréquente. Et c'est assez truculent en fait d'incarner parce que finalement, dans ce musée, on voit des portraits, on voit parfois le public ne connaît pas, c'est les gens qui sont représentés sur ces portraits. Et en fait, la lecture permet aussi de donner une incarnation, de se rappeler, ça paraît évident, mais de se rappeler que ces gens-là, ils ont vécu, ils ont une vie, qui se sont connus, qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, qui se sont aimés, voilà. Donc j'aime bien voilà aussi les récits de vie qui permettent aussi de mieux comprendre cette vie romantique au 19e siècle. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Je pense est-ce qu'on capte bien ou pas Asnat là ou pas? C'est bon? On peut continuer alors tranquillement. Bon, c'est un peu capricieux. Exactement. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier en voyant tous ces portraits dans un musée en disant oui, c'est des dessins, c'est des représentations de personnes. Mais ces personnes-là, elles ont été incarnées dans un corps et elles se sont meues à travers d'autres, dans des lieux particuliers. Elles ont vécu dans ces lieux-là. Donc, c'est ça qui est chouette dans ce musée, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu ici. C'est ce qui fait vraiment la musique, on crée ici dans ce lieu-là. C'est ce qui fait l'âme du musée et c'est ce que les gens aiment en venant ici. On rentre pas ici comme on rentre dans un musée, dans un bâtiment administratif ou dans un palais. Il y a une forme un peu de confidentialité, de lieu domestique puisque c'est une maison. La maison, ça parle à tout le monde, qu'on habite un appartement ou une maison. C'est un lieu vraiment du quotidien et donc c'est un lieu à la fois de création puisque c'était une maison d'artistes, donc il y a l'atelier, mais c'est aussi un lieu où sont passés plein de gens et donc on peut s'identifier. Il y a aussi une forme de proximité. C'est vrai que quand les visiteurs viennent ici, il y a une forme peut-être comment dire, on est plus adapté d'une certaine manière à rentrer dans un lieu plus petit, plus intime. Les gens aiment cela, ce rapport à l'intimité aussi d'un artiste, d'un lieu qui est aussi préservé de la rue, du bruit. Donc c'est un lieu vraiment très préservé et qui fait aussi le charme de ce musée. Non, c'est vraiment un lieu, si vous n'y êtes jamais venu, il y a un jardin qui est absolument ravissant avec un petit café où on peut déjeuner ou prendre un petit thé avec des petits gâteaux qui sont très bons. Oui. Donc c'est vraiment aussi un espace où on peut s'arrêter, se poser, être dans un lieu un peu qui sort un peu du lot dans la ville qui est toujours dans cette ville qui est toujours en mouvement. Et puis il en reste finalement pas beaucoup des maisons d'artistes comme ça du 19e siècle, très préservées. Donc c'est un lieu voilà, qui est intéressant pour cela. Je crois qu'on a une question. Est-ce que le musée a des activités de médiation spéciales pour les personnes en handicap, en situation de handicap? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est au cœur du fonctionnement et des missions de tous les musées. Donc on fait des visites en langue des signes, on fait des visites parfois tactiles aussi, des visites en audiodescription. On a une application de visite avec justement ce type de parcours également. Donc bien sûr, on est accessible au plus grand nombre et notamment au handicap. C'est vraiment au cœur des missions. On est un musée public et notre but évidemment c'est d'accueillir le plus grand nombre, voilà, quel que soit le type de handicap et quel que soit bien sûr l'âge aussi. On accueille des enfants, des seniors, des familles. Paris Musée organise depuis quelque temps des week-ends en famille. Donc le musée de la vie romantique en organise 2 à 3 par an. Et c'est vrai que c'est un moment aussi qui permet de voir les collections autrement et puis qui permet aussi aux parents, c'est d'ailleurs les familles sous toutes ces formes, c'est pas forcément les parents avec des jeunes enfants, ça peut être de grands enfants avec leurs grands-parents et ça permet vraiment aussi de partager, de faire du musée un lieu de partage, qu'on ne le visite pas forcément seul mais qu'on puisse le visiter en famille, avec des amis, pour que ça soit aussi, oui, un lieu de partage. Alors moi, j'avais une dernière question. Oui. Donc là, nous avons plein d'œuvres ici. Quel est le nombre d'œuvres qui appartient au musée de la vie romantique? Oui. Combien sont accrochés et combien sont dans les réserves? Alors, on a environ 2000, enfin je dis environ parce qu'on est en plein récollement et que voilà, on a à peu près à 2300 œuvres. Et ici, dans le parcours, on est à environ 200 œuvres. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que la proportion peut paraître assez décalée, mais en réserve, on expose quand même, et ça c'est quand même le cas de la plupart des musées, en général, on expose ce qui est le plus beau,
le plus beau, pas seulement en termes esthétiques, mais aussi en termes d'intérêt, soit pour l'histoire, soit pour une technique, soit pour un artiste. Donc on expose quand même ce qui est le plus intéressant pour le public et le plus beau. Après, en réserve, on a aussi d'autres œuvres intéressantes qu'on ne peut pas exposer parce que nos murs ne sont pas assez grands, mais aussi on a des œuvres qu'on ne peut pas exposer en permanence pour des questions de conservation, ce qu'on appelle les arts graphiques, que ce soit les estampes, les dessins. C'est des œuvres plus fragiles qu'on est obligé d'exposer par rotation, puisque tout ce qui est œuvre sur papier est plus fragile à la lumière et à l'humidité. Donc ce sont des œuvres voilà, qu'on expose par rotation. D'accord. Et dans ces œuvres qui sont dans les réserves, est-ce qu'il y en a qui sont dans les réserves parce qu'elles doivent être réparées, réencadrées? Parce que ça aussi, ces cadres-là, ce sont des cadres d'époque, d'origine, ou qui ont été changés? Pour la plupart, ce sont des cadres d'origine. Parfois, on peut acquérir des œuvres qui n'ont pas de cadre, donc on est obligé de leur faire, d'acheter un cadre, de leur faire construire un cadre sur mesure dans l'esprit de l'époque. Donc il y a tous les cas de figure. Mais bien sûr, certaines œuvres qui sont en réserve peuvent être en mauvais état. Ça peut être aussi en mauvais état, mais qui vont être en meilleur état grâce à une restauration. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle elles sont en réserve. Et puis on a des œuvres aussi qui par exemple, qu'on a prêtées. Pendant que certaines œuvres qu'on a prêtées, eh bien, on a accroché d'autres œuvres à la place. Donc les œuvres prêtées arrivent, par exemple, de l'étranger en réserve, en attendant qu'elles puissent être réaccrochées. Vous voyez, il y a tout un mouvement comme ça des œuvres qui est aussi le quotidien des musées. On a une question, changez-vous les œuvres parfois selon les saisons? Ah, alors non, la saison, c'est une bonne question parce que c'est vrai que la maison est exposée plein sud. C'est vrai qu'on ne change pas forcément par saison. Par contre, on peut fermer les volets en été, par exemple, quand il fait chaud et que la lumière est très forte, pour justement préserver les œuvres d'art graphique. Mais la saisonnalité, non. La température ne joue quand même pas trop sur les peintures. Et non, on ne change pas l'accrochage par saison. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce musée? Ah, moi? Oui. Et moi, j'adore le lieu, je le trouve très chouette. Et je trouve qu'il y a par sa petitesse, par ce lieu un peu comme un petit écrin, ça le rend très accessible et ça permet de vraiment prendre le temps. Ça invite vraiment à la découverte, à prendre le temps de découvrir, puisqu'il y a vraiment des œuvres magnifiques. Et surtout, je trouve ce qu'il met assez en valeur, c'est ces personnes qui ont existé et qu'on apprend à les connaître un petit peu. Ça crée une forme de fascination, surtout Pauline Viardot que j'ai découvert ici, qui me fascine par sa posture, par tout ce qu'elle a fait. Et ce qui me fascine encore plus, c'est qu'on ne se souvienne pas d'elle et que finalement, c'est aussi un des rôles des musées, c'est de garder en mémoire ces gens qui ont marqué leur époque et qui ont changé quand même aussi pas mal de choses, parce que si on ne se souvenait pas de George Sand, ça n'aurait peut-être pas donné l'idée à d'autres femmes de se mettre à écrire aussi. Donc ce devoir de transmission et de mémoire, je trouve que ce musée le fait très très bien. Une dernière question avant de finir. Qu'aimez-vous dans votre métier? J'adore mon métier. C'est un métier qui est très varié. Aucune journée ne ressemble à l'autre. C'est un métier aussi de rencontre. Je travaille avec déjà une équipe formidable, aussi bien à Paris Musée qu'au musée. Donc je travaille avec des gens très différents, avec des régisseurs, des scénographes, des graphistes, des collectionneurs, des marchands, des gens, des administrateurs, des administratifs. C'est un métier passionnant, on s'ennuie jamais. Et puis c'est aussi, on a toujours à cœur d'apprendre. J'apprends tous les jours, hein. Donc il y a des choses que je sais, mais il y a aussi encore des choses que j'apprends, et ça, c'est inestimable. Il reste 15 secondes, il me semble. Donc on va en profiter pour vous remercier d'avoir suivi ce live Merci qui beaucoup. a dû être un peu compliqué techniquement. Le prochain live aura lieu en février, et ça se passera à la maison Victor Hugo. Le 6 février, voilà, on a la date exacte. Le 6 février, certainement à 18h30 à la maison Victor Hugo. Et pour les actualités du musée de la vie romantique, il y a un nouvel accrochage d'une exposition qui sera temporaire cette fois, sur Géricault, à partir du 15 mai. Oui. Géricault qui a peint le radeau de la Méduse, sauf comme on a dit tout à l'heure, le radeau de la Méduse ne sera pas là. Oui, Mais il y aura tous ces travaux sur les chevaux. Parce que Géricault adore